Gékédou est une préfecture située dans le sud du pays. 675 km la séparent de Conakry, la capitale. Elle partage la frontière avec le Libéria et la Sierra Leone. Le 6 décembre 2000, la ville de Gékédou a été la cible d'une attaque rebelle. Les conséquences ont été désastreuses. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Pas seulement, le sang a coulé. Des personnes ont été emportées par des rebelles. Les opérateurs économiques, bref, tout le monde a quitté la ville. Impuissamment, Gékédou s'est vu vidé de son contenu pour devenir une ville fantôme. Grâce au courage et à la détermination de sa jeunesse, aussi de l'armée guinéenne, la préfecture de Gékédou a été d'une manière ou d'une autre libérée de cette rébellion à d'origine jusque-là floue. Gékédou, 20 ans après la guerre. En haute banlieue de la ville de Gékédou, nous partons au quartier Bambou, chez le patriarche. Avec ses conseillers, l'accueil sera sans doute chaleureux. Voilà. On va vous recevoir à la maison. Entrons, on va recevoir nos enfants. Nous voici enfin chez le patriarche de Gékédou, à l'occurrence Fodé Mathias Dembadino. Il est là déjà avec l'ensemble de ses conseillers. Avec lui, nous allons parler de l'historique de la ville de Gékédou, de l'attaque rebelle dans les années 2000-2001 et aussi quels souvenirs et quel avenir pour Gékédou. Nous allons parler de toutes ces questions avec ces sages de la localité. Je suis l'un des petits-fils de Tchernan Dembadino. Le Blanc a connu Gékédou à partir de 1903. Gékédou était divisé en cantons. Le colon est venu, il a passé par Wende Kanema pour venir à Dembadou ici. Et quand il est venu, vous savez, le canton de Dembadou, c'est dans Gékédou que Gékédou est construit. Le canton de Wende Kanema est là-bas, de Koundou est là-bas. Mais le choix de Gékédou, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Gékédou est construit dans Dembadou, où était mon grand-père, Tchernan Dembadouno, qui est propriétaire de Dembadou, qui a défriché Dembadou. Donc, pour l'histoire, vous allez voir dans les documents du temps colonial, vous ne verrez pas un canton qui est affligé au cercle de Gékédou. C'est Dembadou. Tous les documents coloniaux ont porté le nom canton Dembadou, cercle de Gékédou. Au temps de l'histoire, il y a eu des pourparlers, il y a eu des cessez-au-feu, il y a eu des accords qui sont intervenus. Mais l'interprétation, vous savez, il n'y avait pas beaucoup qui parlaient français. Donc il fallait prendre un interprète Thomas, un interprète Franco, pour venir traduire ce que le chef de canton disait aux Blancs. Donc Gékédou, dans son propre nom, je vais vous dire l'histoire, dans son propre nom, ce n'est pas Gékédou, c'est Pékédou. Pékédou, Péko, ça veut dire le business. Péko, Mako. Péko, Yémei.
Peko, c'est pas Gekedou, c'est Pekedou. Son vrai nom, c'est Pekedou. Peko, c'est où on peut trouver quelque chose d'intéressant. Donc, voilà ce que mon grand-père, mon ancêtre, a initié. Pekedou, c'est son nom, ça, Pekedou. C'est le colon qui a changé Gekedou. Donc, le nom Gekedou, c'est un lieu de business. Voilà pourquoi le marché est florissant. L'histoire nous oblige, parce que nous sommes frontaliers avec deux pays, la Sierra Leone et le Libéria. C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Gekedou, qui soit à ce point géographique, qui fait frontière avec la Sierra Leone, qui fait frontière avec le Libéria. Donc l'accueil de partout. Alors, au point de vue du développement, nul ne serait les incursions rebelles de 2000, Gekedou était déjà cité comme une ville secondaire. Mais très malheureusement, nous avons vécu des temps difficiles. Depuis 2000, Gekedou souffre. Gekedou est devenue une ville sinistrée. Et c'est pour cette raison, souvent, j'aime le dire, même si j'ai la chance de rencontrer le président, je dis aidez Gekedou. Gekedou a été une ville pilote, Gekedou a fourni de l'alimentation pour la Guinée forestière, pour la Basse-Côte. Mais Gekedou a souffert, et Gekedou souffre maintenant jusqu'à présent. Parce que depuis les incursions rebelles, Gekedou a changé de vie. Pour cela, nous demandons de bonnes personnalités de nous aider à reconstruire Gekedou. C'est notre ambition aujourd'hui. Et nous sommes très enchantés avec le changement qui est en train de se passer maintenant là. Nous avons vu aujourd'hui les deux projets routiers, Kaila ou Gekedou Konembadou, ça nous enchante. Nous avons vu aussi les 10 km de la ville de la Wari. Ça nous met à l'aise. Nous souhaitons auprès de l'État, du gouvernement, de venir à notre aide. Gekedou est une ville sinistrée. Je demande aussi une aide pour Gekedou, construire Gekedou comme on a fait pour Forêt-Carrière. Parce que c'est les mêmes attaques de 2000. Gekedou et les Gekedois ont souffert pendant cette guerre et même après. L'attaque rebelle n'est pas passée inaperçue. Gekedou a tout perdu. Le souvenir est difficile à oublier pour ceux qui ont vécu les faits. Que s'est-il passé la nuit du 6 décembre? Pour avoir une réponse à cette question, nous venons voir un jeune témoin de cette guerre au quartier Kango. À l'époque, il était élève de la terminale sciences expérimentales. Il nous explique ce qu'il a vu pendant cette période de turbulence dans sa ville natale. Donc là, j'habitais, c'était mon quartier. C'est ce qu'on appelle Kango. C'est l'un des plus anciens du quartier de Gekedou. C'était là notre concession, mais tout est parti. Il faut comprendre que j'avais beaucoup aimé ça. C'est mon frère qui avait planté ces palmiers là. Donc on avait une case ronde ici. Donc mon oncle avait construit des bâtiments là. Et donc j'ai passé toutes mes études dans cette case qui était là. Mais c'est parti dans les années 2000. Alors c'était beau temps de vivre ici.
Nous allons prendre ce chemin pour aller où je partais chez mes collègues pour des révisions. Et là, vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé cette nuit du 6 décembre 2000. Allez, où t'es? Comment c'est? Allez. Où c'est? C'est... I'm good. How are you? How is going? Okay. Alors donc, ce jour, c'est là on a trouvé un corps. C'était un ami du quartier. Donc on a trouvé son corps ici. Quand on quittait de l'autre maison, quand nous étions chez les collègues de l'autre côté, donc on a trouvé un corps ici. Et du coup, quand on a continué de l'autre côté, nous avons rencontré des parents qui étaient à l'intérieur de la maison. On a vu son papa qui se demandait où se trouvait son fils. Alors donc, nous, on a eu de peur ce jour-là de dire au vieux que votre fils a été atteint par les balles. Donc, c'était pas facile de le dire publiquement qu'on a trouvé vraiment le corps de votre fils au bord de la route. Et finalement, on avait un frère qui était parmi nous qui a eu le courage vraiment de le dire que votre fils a été atteint par les balles hier nuit. Voilà, on est arrivé chez nous. À toi, Balé. C'est là, j'avais des amis d'enfance, les amis historiquement que je retiens. C'est vraiment des amis qui m'ont permis vraiment d'évoluer. Alors donc, ici, c'était en fait la concession du feu Moriba, qu'un vétérinaire qui avait vraiment aimé ce qui aimait des études, quoi. Excusez, je vais prendre mon eau. Donc c'est la tradition, quoi. Chaque fois qu'on arrive à la maison, il faut qu'on te donne de l'eau fraîche, là. Comment? Alors donc, c'était notre chambre. C'était la chambre des élèves. Donc souvent, on avait un petit tableau à l'intérieur de cette chambre-là, donc qui nous permettait de traiter nos sujets, donc notamment les maths, physique, chimie. On était vraiment contents quand on venait pour faire le travail ici. Et comme vous le constatez là déjà, il y a un tableau qui est toujours là, parce que l'histoire, on ne ment pas, quoi. Donc souvent, on était là avec des amis, et là, on révisait. Voilà, les modes ont changé un peu. Donc là, ce jour, 6 décembre 2000, c'est là où on était en train de traiter le sujet de français, de dissertation. Et donc, nous étions très concentrés. Et à 23 heures, certains ont eu le sommeil. Et moi, j'ai entendu des coups de fusil. Donc, directement, je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Je me suis approché là. Parce que là, c'était vraiment de la fraîcheur, le mois de décembre. Alors là, je me suis arrêté là. Donc j'entends les coups de fusil de l'autre côté. Et donc il était question d'alerter mes amis pour les faire comprendre qu'il y a des coups de fusil vraiment de l'autre côté de la rive là. Donc les gens sortaient avec des lampes, les gens sortaient avec des lumières n'importe comment, on courait dans toutes les directions. Et donc on a compris que vraiment c'était une attaque de rébellion qui était cette nuit dans la ville de Guékédou. Et toute la nuit, on n'est pas sorti de la chambre. Donc il était question, vers les 5h, 6h du matin, donc il y avait le retour des rebelles qui étaient partis jusqu'au centre-ville, donc qui prenaient la direction pour de l'autre côté de la rive. Alors donc, on suivait le mouvement. Et donc les rebelles
avait capturé certains citoyens, jeunes filles, jeunes garçons. Et donc, arrivé chez nous ici, il y avait 2 rebelles. Alors donc, il y a 2 qui étaient là, il y a un qui est descendu de l'autre côté. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont défoncé cette porte-là. Et la maman était là-bas avec le papa. Donc, il y a un qui est venu jusqu'au niveau de ce portail-là. Donc, il a commencé à taper ces chambres-là avec le fusil. Donc, finalement, nous, on avait un oncle ici qui s'appelait Nakloa, paix à son âme. Et Nakloa vivait dans cette chambre-là, puisqu'il était psychologiquement malade. Et donc, on a tapé la porte. Et une fois que le rebelle a tapé la porte avec le fusil, finalement, il a parlé à l'intérieur. Le monsieur lui a dit en anglais « come out ». Donc ça veut dire que sort de votre chambre. Mais comme il a fait le Libéria, bon, il disait que non, I can't, je ne peux pas. Donc le monsieur a pris la décision de tirer dans cette chambre-là. Donc la position du lit, donc on avait placé le lit comme ça. Et donc le monsieur, il était couché de la sorte. Et donc les balles ont traversé, disons, cette porte-là. Et finalement, qui l'ont atteint au niveau de cette colonne-là. Donc qui ont pénétré de l'autre côté, mais la sortie était, voilà, l'ouverture était très grande. Alors donc, il a commencé à saigner. Et les rebelles qui étaient rentrés à l'intérieur, il y avait un groupe. Donc la maman, elle est sortie en pleurant parce qu'on avait tiré sur son frère. Alors donc, elle s'est étalée à terre ici. Nous, on était là, on observait au niveau des persiens, mais on ne pouvait pas ouvrir la porte. Alors donc, elle a demandé à ces gens-là de le pardonner, de prendre tout ce qu'ils veulent ici, vraiment de les laisser en vie, de ne pas l'achever parce que l'autre disait qu'ils vont l'achever. Alors donc, ça n'a pas été facile. Alors finalement, il y avait un rebelle, un gars qui était sur la route, donc qui disait, écoutez, libérez cette famille parce que cette dame nous a toujours servi de l'eau à boire. Alors donc, c'était la version qui a vraiment plu à la maman et qui a aidé la famille, et qui a sauvé la famille en un mot. Alors donc, ils ont pris la route pour continuer vers le Libéria. Mais malheureusement, notre oncle Nakloa est décédé le 8 décembre 2000. Voilà. C'est par ce village que les rebelles sont rentrés via le fleuve Makona. Beaucoup de destructions, beaucoup de pertes en vies humaines ont été enregistrées par cette localité. Nous suivons un guide. À l'époque, il était petit, mais il a suivi la scène. Ses parents, ses proches ont péri dans cette guerre. C'est ainsi que les rebelles sont rentrés. Ils sont rentrés ici. Ils ont pris beaucoup les Libériens ici pour rentrer en Guinée ici. Ils sont traversés ici. Maintenant, ils sont descendus en bas ici. Il y a une route ici pour descendre ici. On descend ici un peu. Ils sont partis un peu le bois là. Il y a de gros bois en haut là-bas. Ils sont partis là-bas pour reposer là-bas. Parce qu'ils sont rentrés ici à 12h. Ils font ici 12h, 13h, 14h, 20h, 21h, 22h. Ils ont commencé maintenant à monter en ville. Maintenant, ils sont trouvés en ville. Ils ont mis le feu en ville, à Kédou là-bas. Ils ont tué les gens là-bas. Il y a beaucoup de gens là-bas. Ils ont tué 7 personnes là-bas. Après, ils sont laissés là-bas. Ils sont montés même en Guédou encore. Les rebelles sont partis maintenant en ville. Retour. Les rebelles sont retour. Ils ont pris les gens là-bas beaucoup pour partir avec ça. Après, arriver au front aussi. Ils ont beaucoup tué les gens ici, go. Ils ont même pas traversé avec beaucoup les gens. Ils ont tué les gens ici. Il a pris même la moto, les machines pour traverser avec ça, mais ils n'ont même pas compté pour traverser avec ça comme ça. Donc tout ça là sont noyés dans l'eau ici. Donc seulement l'autre là sont continués, l'autre là sont partis avec ça à Libéria. Okay. Oui. Ok, est-ce qu'on peut retrouver quelques traces des rebelles ici? Oui. Vous pouvez nous les montrer? Oui, on peut descendre ici pour montrer là où les rebelles sont rentrés. Oui. Ils sont partis reposer jusqu'à 20h. Ok. Oui. Donc c'est la route là ils ont emprunté? Oui, ils sont rentrés ici, mais ils n'ont même pas compté comme ça, direct go. Oui.
C'est ici qu'ils ont coupé le bois derrière là-bas. Ils ont pris les gens, celui qui a Vlad à Boudou là-bas. Là. Ils ont dit lui que couper le bois. Ils ont coupé le bois pour taser, pour mettre ensemble comme ça là quoi, pour taser. La pirogue. Oui, comme les pirogues quoi. Ils sont traversés ici, ils sont rentrés ici. Tu as vu le petit route là? Ils sont montés ici. Ils ont fait un petit route ici pour aller jusqu'en haut là-bas. Tu sais, il y a un grand bois qui est en haut là-bas. C'est là-bas qu'ils sont allés pour reposer jusqu'à un peu du jour. Ils ont commencé maintenant le combat maintenant. C'est ici que le premier village, c'est Keno. C'est ici qu'ils sont attaqués. Ici, là, il y a un bâtiment qui était ici. Ils la mettent dans le feu. Il y a une maman qui était ici, elle s'appelle Boilo. Ils sont pris ici, ils sont tirés. Après, ils sont traversés encore pour partir à Sorondeni maintenant. Maintenant, l'autre là, c'est continué maintenant. Hein. Voilà. Le bâtiment là, ça, c'est un changement. Oui, mais tout ça là, c'était la messe dans le feu. Oui. Vous avez eu feu au village? Il y a mis feu au village, quoi. Oui, tout ça, ça brillé. Maintenant, ils sont venus ici. Ils sont rentrés, ça aussi, ils sont mis le feu. Oui, là-bas aussi, ils sont tirés. Et mon papa ici, en bas là-bas, s'appelle Kinema. Ils sont tirés ici. Ah, ton papa? Oui, c'est mon jeune frère, mon papa de mon frère, Kinema. Kinema. Ils sont tirés là-bas, la route des Pobang aussi. Lui aussi, ils sont tirés là-bas. Après, ils sont continués encore pour monter. Dès qu'ils sont continués ici, il y a un bâtiment qui était là-bas, là où on amène niveau bâtiment là. Il y a un militaire qui était là-bas, il s'appelle Foudé. Là-bas, ils ont tué le... Oui, lui, ils sont tirés le militaire ici, Foudé. Nous sommes au quartier Gbangbaïssa de Guékédou à la rencontre d'un jeune diplômé qui a fait des recherches scientifiques sur l'impact de la réinsertion socio-économique des ex-volontaires avec un partenariat de certains ONG de la localité. Alors, il a beaucoup à nous dire par rapport à l'impact économique et social de cette guerre sur la ville de Guékédou. Tout de suite, nous sommes à sa rencontre. Il s'appelle Sanyuma Sandouno, diplômé en économie rurale à l'université de Parana. Et comment vous avez travaillé sur le terrain pour ressortir ces impacts-là? À l'époque, Manoriva avait eu en partenariat avec certains bailleurs un projet qui a porté sur la réinsertion socio-professionnelle des ex-volontaires. Parce qu'il fallait que les gens pensent à ça. Ces ex-volontaires étaient déjà promis, quelque part, quand ils étaient au front. Donc, après avoir atteint le but recherché, qui était de livrer la préfecture de Guékédou dans les mains de l'ennemi, il y a certains qui ont eu des handicaps. Il y a d'autres qui ont perdu la vie. Ceux qui sont restés, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être enrôlé dans l'armée. Donc, le groupe qui est resté, il ne fallait pas les laisser comme ça là. Le thème, réinsertion socio-professionnelle, sociale, parce que ces gens-là, bon, quelqu'un qui a participé à la guerre, déjà, les gens disaient que c'était des gens qui étaient habitués aux armes et puis ils manipulaient, bon, d'aucuns, pour m'excuser du terme, il y a d'autres qui ont enlevé les vies. Parce qu'un ennemi qui est en face de toi, il faut l'arroser. Donc, certains doutaient de leur moralité. Mais il fallait aussi les réintégrer socialement dans les localités respectives. Quel est le cas qui vous a plus touché? Le cas qui m'a beaucoup touché, c'était un jeune de Fankamadou dont j'ai ignoré son nom. Quand je l'ai trouvé, lui, il a intégré, il a été volontaire bien avant les agressions. Il avait fait 5 ans dans le volontariat. La guerre est venue, il a continué. Après tout, à Fankamadou, à l'époque, d'après lui, qu'il y avait 12 ex-volontaires. Dans les 12 ex-volontaires, ils sont restés 2.
Mais son ami, lui, il a trouvé la mort par suite d'une maladie. Donc lui qui est resté seul. Par rapport aux gens qui sont venus, parce qu'il y a d'autres qui ont porté la tenue juste, c'était pour défendre la nation, pour dire oui, l'ennemi est là. Aujourd'hui, on n'est pas habité, mais il faut qu'on s'exerce. Donc il est resté avec ces jeunes-là. Il y a certains même de ces jeunes-là qui ont porté la tenue. Lui, il n'a pas porté la tenue. Il a beaucoup regretté cet acte. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel a été son sort, mais à des moments, il ne se retrouvait pas. Quand il y a manifestation, ces ex-combattants ne font pas plus mal puisqu'il n'y a pas une petite manifestation ici. Bon, pour le moment, je ne vais pas directement dire que ces ex-volontaires sont cause de tout ce qui s'est passé à Guékédou, non. Ça, je ne le dirai pas. Parce que, à l'ère qu'il fait, il y a même des gens qui étaient à l'époque plus révoltés que ces ex-volontaires, qui n'ont jamais pris l'arme. Est-ce que vous comprenez? Il est bien vrai qu'il y a eu des manifestations à Guékédou. Les manifestations qui ont lieu à Guékédou étaient autres. Est-ce que vous comprenez? Tout cela, c'est parce que la majorité, quand vous prenez les 100% des jeunes qui sont à Guékédou, vous ne trouverez que soit 3% ou bien 2% qui sont engagés, ou bien qui exercent, qui ont de l'emploi. Que nous voyons comme ça, comment cela est arrivé ici? Est-ce que c'est l'impact de la guerre? Effectivement, c'est l'impact négatif. C'est l'impact négatif de la guerre. Le bâtiment là, c'était un joli bâtiment, hein, comme vous l'avez vu. À l'époque, construire un bâtiment où les fenêtres sont en fer, les battants en fer, demandait extrêmement de l'argent. Hein. Le jour de l'attaque, Dieu aidant, quand les gens ont entendu des coups de fusil, ils n'ont pas tardé de quitter, hein, de sortir de la maison. Ils sont sortis de la maison sans rien prendre. Ils ont fui vers Daro. C'est quand ils étaient vers Daro, ils ont vu la flamme dans le quartier. Et c'est quelqu'un qui a fui pour aller leur dire que votre bâtiment est en fumée. Et puis quand ils sont venus, ils ont cadenassé. Pour eux que les gens sont dedans. Ils ont cadenassé, c'était ici la sortie. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis le feu, les gens ont fui. Donc depuis que les gens là ont quitté ces jours, ces bâtiments-là, le bâtiment est resté comme ça. Il paraîtrait même, il y a une partie qui est en Sierra Leone, parce qu'ils ont leurs parents là-bas, ils sont partis. Il y a d'autres qui sont à la baie. Vous étiez l'un de ces vaillants héros. Votre témoignage nous intéresse, si possible. C'est vrai qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, contacter tout le monde individuellement. Si l'occasion se présente, on profite de cette occasion pour prendre votre témoignage, vos souvenirs par rapport à tout ça. Merci. Oui. Comme il dit, il connaît. Nous, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'expliquer nos problèmes à un missionnaire. Ok. Et là, pourquoi? Pardon? Pourquoi? Voilà. Depuis combien? Depuis la fin de la guerre, on n'a pas été formé, rien. On a été introduit dans la situation pour la défense de la patrie. Après, ça nous a désarmés, on a fait la formation ici 3 fois ici. Chaque mission, on dit, on va vous envoyer comme ça, là, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. On était jusqu'à 200 et quelques personnes dans ce cours-là. Mais c'est nous, pas me suis mis par ici, là, je suis là en vie. Mais certains, ils nous avaient des diplômes, on dit diplôme international, ça est là, mais où? Aujourd'hui, vous regrettez que vous ayez participé à la libération? Merci. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour cela que je dis, je n'ai pas besoin d'expliquer nos cas à quelqu'un. Parce qu'on explique, après ici c'est fini. Ça sera abouti ou pas, on ne connaît pas. Donc nous on est fatigué, hein. On est fatigué, c'est-à-dire à répondre les questions comme ça là maintenant. Là. Okay. Comme une année. Après la formation de démobilisation ici, on a été formé
Il y avait 9 filières ici. Mais pratiquement, moi, je faisais la filière mécanique, moi. Dans mon filière, on était 42 personnes. Il y a des filières agriculture, couturière, comme les couturiers, ici, on y sait 12 personnes, 12 filles. Chacun d'eux ont eu une machine. Il nous a envoyé, tous les mécaniciens nous ont envoyé une voiture vivante, 2 moteurs. Après ça, ils ont tout envoyé. Ils nous laissé comme ça, là, et puis jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Celui qui a défendu sa patrie pendant combien d'années, on dit l'État est venu pour... Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs de cette guerre? Qu'est-ce que vous retenez de cette guerre? Le souvenir, c'est-à-dire lors de l'attaque la souvenir, c'est la souffrance. C'est la souffrance qu'il a fait. Quelqu'un qui a combattu, c'est-à-dire pendant combien d'années, depuis fin 1999 jusqu'à 2003, il nous a désarmés. Et puis nous mettre en action comme formation. Il nous a dit après ça, c'est autre chose qui viendra après. Mais après ça, on s'est vu, oh, les diplômes sont à la maison. D'accord. Maintenant, pendant que vous étiez en train de combattre depuis 1999, qu'est-ce qu'on vous avait promis à ce moment-là? C'est d'être recruté dans l'armée. On est tous impliqués dans ça. C'est d'être introduit dans l'armée. Mais après ça... Et à l'époque, qui vous avait dit ça? Mais l'armée, il ne s'agit pas de dire... Personne ne nous a dit, il ne s'agit pas de dire... faites comme ça, après la forme, après, c'est là, on va vous... Mais nous, selon nous, comme on a vu, c'est un travail de la jeunesse. Et puis, c'est la défense aussi de notre patrie propre. Votre localité, c'est donc, on n'a pas... Seulement, bon, on n'a pas... ambitieux d'être dans l'armée, parce que c'est la sens. Si ta sens est là, et on ne sait pas encore pourquoi Dieu l'a fait, mais au moins, je crois, il devait aussi nous satisfaire aussi, parce que, regarde. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Rien. Je fais rien. Je fais rien. Je faisais taxi. Et la mesure que ça commencé à gâter, qu'est-ce que je fais maintenant? Grâce au courage des jeunes volontaires, doublé de l'accompagnement de l'armée guinéenne, Guéguédou a été libéré de l'incursion rebelle. Repos! Go! Mon commandant, la section rassemblée, prêt à recevoir une instruction, observe! Ces jeunes volontaires se sentent abandonnés à eux-mêmes alors qu'ils ont contribué à la libération de Guéguédou, leur ville natale. Alors, parmi eux, il y avait aussi des dames. Nous allons les passer la parole. En temps de guerre, moi, j'étais au camp. Parce que lorsque on nous avait dit, s'il y a l'attaque, on va à la gendarmerie. On était à la gendarmerie maintenant, on n'a pas vu personne. Nous-mêmes, on s'est secoués, on s'est battu pour rentrer au camp. Parce que je n'avais pas la route. On nous avait donné les armes. L'arme là, c'est ça qui m'a tapé ici. On m'a évacué à Conakry. Et qu'est-ce que tu as vécu sur le terrain? Qu'est-ce que tu as vu et qui n'arrive pas à quitter ta mémoire, même aujourd'hui? Non, aujourd'hui, ce que moi j'avais vu et que ça ne quitte pas dans mon tête, parce qu'il y avait des rebelles qui rentraient ici, ils ont pris beaucoup de nos amis, l'envoyer à eux-mêmes, les égorger, enlever les intestins, faire le barrage. C'était comme ça les rebelles faisaient ici. Nous aussi, on a pris des dispositions pour ça. On est resté ici, on nous a repoussé jusqu'au pont. Ils ont pris une partie de Guéguédou. Ils ont fait 2 semaines à Guéguédou ici. On est resté au camp avec l'armée guinéenne. Quand on est resté là-bas, ils ont fait 1 semaine, 2e semaine, ils ont allé nous attaquer au camp pour récupérer le poudriel. Mais ils n'ont pas eu la chance de faire ça. On est resté là-bas, on a combattu plus d'1 heure de temps. On est resté là-bas jusqu'à, on a commencé à les repousser. On a repoussé jusqu'au niveau de Bafon. Là-bas, quand on est arrivé là-bas, ils ont pris une autre femme qui préparait leur riz là-bas. Ils ont égorgé les moutons, les choses là, ils ont dans les marmites. Donc, pour le déloger là-bas, c'était difficile. On a fait là-bas plus d'1 heure de temps.
Là-bas, quand on les a délogés là-bas, on a trouvé les marmites là-bas, on a cassé tous les marmites, on les a poursuivis jusqu'en ville. C'est comme ça qu'on les a poursuivis jusqu'au niveau des frontières. Ils ont traversé. Certains ont traversé, certains n'ont pas pu traverser. On les a captés, certains ont disparu. Quand on prend quelqu'un, un rebelle, c'est pour l'envoyer à Kessene, pour le laver. C'était comme ça. On est resté là-bas. Lavage là, c'était quel lavage? Lavage là, c'est pour égorger, sans larmes. Égorger, tuer. C'est pas pour gaspiller les munitions. C'est pour aller, on creuse le tombeau, on le fait coucher là-bas. Des fois, à certains même, on ne tue même pas, on met la terre sur ça, sur eux-mêmes comme ça, là, vivant. On les enterre vivants, on met le caillou. C'était comme ça. Première attaque, j'étais à Sandia. Le jour-là même, j'étais double pont. J'étais avec Ouhalé Atanas. Et mon ami là, ils sont tués ça là-bas. À votre présence? Oui. Comment ils l'ont tué? Ouhalé Atanas. Ça dit, ils venaient au gare routière. Parce qu'il y avait deux femmes. Ils partaient vers Kango, de chercher une autre femme là-bas, d'envoyer à Sandia. Ouhalé Atanas, c'est là-bas qu'ils ont pris le gare. Comme il a pris le tennis comme ça là, ils ont commencé à enlever les morceaux. Les morceaux. C'est comme ça qu'ils ont tué le gars. Je suis le gars là, je suis prié. C'est coup de ça que j'étais vraiment dangereux sur ça. Maintenant, il m'a vu comme lui, il est méchant, il n'a qu'à aller au bataillon de camp. Après le équipement, tu vas... seras intégré dans l'armée. Je me suis parti. 3 années, mon frère. Première position, il m'appelle. Il dit, Jean Faya, il faut monter. Je me suis monté. Il y a un chef qui est venu. Il dit, hey, il faut envoyer quelque chose, sinon tu ne montes pas gros. Il m'a fait descendre. Je priais le jour-là. Depuis j'ai quitté, je me suis parti à Libéria directement, au nom de Dieu. Go! Go! Repos! Go! Et pas en avant! Masse! Repos! Go! Et pas en avant! Masse! Cette fois-ci, nous venons au quartier Fraco pour rencontrer un acteur de la guerre. Il a participé à cette guerre de Guéguédou. Non seulement il a été volontaire, victime et aussi témoin des faits. Quand nous voulons parler de guerre à Guéguédou, excusez-moi, l'entrée des jeunes devons d'abord observer une minute de silence pour tous qui ont perdu leur vie, si cela ne vous gêne pas. Merci. Amen. Les attaques rebelles ont fait d'abord des rumeurs. Des rumeurs, nous sommes partis aux alertes. Parce que les rumeurs, quand ils étaient encore au Libéria, les alertes, c'est quand les gens ont dit qu'on doit attaquer Guéguédou. Pour la première fois, c'était à Tekolo. Il y a eu des morts. Ils sont rentrés par Bambou. Ils ont eu des attaques dans plusieurs autres lieux. Nous nous sommes dit, comme c'est la sous-préfecture de Tekolo, très malheureusement, les gens n'étaient pas préparés. Mais après donc cette attaque, la jeunesse de Tekolo a été préparée. Et quand il y a eu question d'attaquer Guéguédou, ce sont eux qui sont venus en renfort. L'attaque de Guéguédou s'est faite entre mardi et mercredi. Mardi, les préparatifs de la rentrée. Ils ont fait des radeaux avec lesquels ils sont rentrés par Kéndou. De Kéndou, ils se sont repartis pour être en ville. Juste entre 24 heures et 0 heure, je vais dire, on dit 0 heure, mais nous disons 24 heures. Donc à 0 heure, il y a eu le premier coup de feu. Il y a eu des tueries pour, si vous voulez, effrayer la population, égorger un animal à droite, à côté de cet animal, égorger un être humain. Ils ont tué des innocents, des simples innocents tués comme ça.
Ça, c'était au petit matin du mercredi. Et vous savez ce que c'est mercredi à Guékédou. Nous ne pouvons pas parler de quoi est partie l'attaque. C'est peut-être un mécontentement des politiciens. On ne sait pas. Mais nous nous sommes levés pour défendre le petit périmètre guinéen qui est Guékédou. Avant que les gens là ne viennent, nous avions préparé des petits groupes de surveillance dans les quartiers. Dans chaque quartier, il y avait un groupe de surveillance, une équipe de surveillance. Alors, ces équipes de surveillance, on a tiré 420 que l'on a donné à l'armée, qu'on a envoyé au camp pour être entraîné. Mais celui qui n'est pas habitué à voir le sang, à verser le sang, à tuer ou à être tué, à un moment donné, après les attaques, beaucoup ont déserté. Beaucoup ont été tués. Nous avons redemandé au quartier 30 jeunes. Les 21 quartiers, chacun a donné 30 jeunes. La première fois, 420 plus les 630. Ça fait 1050. Alors, voici avec lesquels on est parti auprès de l'armée pour défendre ce petit périmètre. Mais ce qu'on a regretté, c'est qu'on n'a pas été récompensé. Si je dis on n'a pas été récompensé, même la moitié n'a pas été recrutée. Après donc les attaques de Guékédou, on s'est retrouvés pour dire nous allons continuer à œuvrer auprès de nos responsables. Mais les jeunes ont été trompés. Ils ont été trompés, il faut le reconnaître. C'est un mardi aussi. Ils ont excité, un groupe a été excité à revendiquer leurs droits. Ils ont fait la fusillade. À 22h. À 22h. J'étais là. Ils ont fait la fusillade. Alors, ceux qui t'ont dû, si tu vas le réclamer avec force, les gens vont dire, ah, derrière la tête, il y a quelque chose. Donc, ils nous ont accusés de traite. Quels souvenirs vous viennent en tête? Le coup de feu qui a tué le jeune handicapé de Tekolo. On a fait de ses intestins le barrage. Le coup de feu qui a tué le muezzin de la mosquée Mangala. Parce que celui qui l'a tué le connaissait. Il l'a salué, il lui a donné le coup. Les jeunes qui ont été fraîchement égorgés ici, ça m'a excité à être dedans davantage. Et surtout, je ne voulais pas qu'on touche à une partie de la Guinée sous cette forme-là. La première intelligence qu'on a utilisée, c'est le terrain libre. Quand vous vous retirez, les gens ils se retrouvent eux-mêmes. Quelquefois, ils s'entretirent. Vous comprenez? Ça a été la première stratégie. La seconde stratégie, on s'est donné un mot de passe que eux ne pouvaient pas comprendre. Mais jusqu'à maintenant, on ne dit pas à quelqu'un. On ne sait jamais demain. Ah, ça peut arriver, hein? Donc, on a ce mot de passe-là entre nous. Quand c'est la nuit, c'est Malik, ce n'est pas ton nom. C'est Koundouno, ce n'est plus son nom. Son nom, c'est Konofli. Et lui, il connaît en Kissi, quand on dit Konofli, c'est ce que ça veut dire. Vous avez vu? Deuxième stratégie. La troisième stratégie, ne pas se promener seul. Ne pas se promener 2 ou 3. Soyez 4, 5. Évitons que le château d'eau de l'Afrique occidentale devienne un désert. Merci vraiment. Bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bon séjour à Guéké. Et bonne santé à vous. Merci. Nous sommes mercredi à Guékédou, coïncide au grand marché, le marché hebdomadaire. C'est un marché où les commerçants s'y retrouvent pour faire des échanges. Avant les années 2000, c'était un marché qui était adulé. Toutes les nationalités de la sous-région s'y retrouvaient, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays pour faire ce commerce, comme son nom l'indique, Guékédou, synonyme d'un endroit de business. 20 ans après la guerre, ce marché a du mal à se remettre sur pied. Nous nous rendons dans ce centre de négoce pour savoir comment les commerçants font pour faire renaître ce grand marché hebdomadaire de Guékédou 20 ans après la guerre.
kɛlɛ tun ma don tuma min an na fule ni lɔ fɛrɛ an y'an na ma yirali la an de na lɔ nin nɔ an tɛ na fɛn di kan kalu di na fara na an de ti alu suma an da ma jira libereya de na so bɛɛ de na ɲɔgɔn bɛn gegedu yan yan fani de tɛrɛ pen an da na wafudiri kɛ k'an ma yira ka tɔnɔlu sɔrɔ k'an di yan k'olu kɛ ka wa kɔni an ye fa min bi an tɛ foyi de sɔrɔ na wolu tɛ na la butun yɔrɔ bɛɛ bara min an na lɔfɛ bɛɛ bara min an bolo alibara bɛɛ kɛ mankasa nu de an ye mankasa ni minnu la fana alu bila n'an kɔnturu la wolo ko k'an na bɔ yen fana ko an ma bɛn yen an ye bɔ yen alibara lɔfɛ bɛɛ min an bolo an ye ma yirali kɛra de sisan an y'an sila de an bara la gbɛrɛn lɔ kɔnɔ an na yɔrɔ bɛɛ bara ba min an bolo fiyewu an bara la gbɛrɛn hali an b'a na an na forotoni nu de alima yiradi a ko kɔnɔ fili y'an na fɛn tɛ musolu bolo sisan an balo ko gbɛrɛma an ye balola yɔrɔ min ye bɛɛ bara ba min an bolo fo an y'an si sira dali la ten k'a si sira dali la o bara an fana kɔndɔ fili bi ni kɔndɔ fili tɛ firadi ni kelen de a y'an nulu musolu kan gegedu bi kalo kɛlɛ tuma kɛ tuma min gegedu tɛrɛ ɲagami ani ten tɛ su kelen tɛ kabi kɛlɛ banna san kelen san fila san saba gegedu bara ja jula muso la ja n'an bolo fɛn gegedu bɛn tɛ ten an bara tɔɔrɔ fɛn nu bɛɛ da bara seere an bolo fɛn dalu bara gbɛlɛya gegedu kɛlɛ tuma kɛ tuma min kɔntɛ la waati o an banna hali mana foyi di dina baara kɛ i di wori sɔrɔ i di kɔse ka wɔ kɔni an yɛlɛri mɛnɛ ten jula muso bara tɔɔrɔ an bara sɛ fɛn bɛɛ piri bara yɛlɛ o la an bara sɛ fɛw gegedu fɔlɔlama ni bi ta kelen tɛ gegedu premier to bɛn kɔni an y'a tele fila nɔ ta bara gbɛlɛya donc ko bɛɛ bara gbɛlɛya jula muso ma. Nous sommes curieux de savoir comment ça se passe la nuit à Gekedou lorsque l'électricité revient. Est-ce qu'il y a de l'ambiance Bernard Koundouno, vu que vous êtes natif de cette préfecture? Effectivement, le constat que nous avons fait, cette nuit, il y a bien de l'ambiance du quartier Herman Kono jusqu'au centre-ville Sandia, le centre commercial où nous nous trouvons. Il y a de l'ambiance, les activités commerciales reprennent la nuit. Voilà, nous allons nous promener à la gare routière pour, n'est-ce pas, interroger ces vendeurs et vendeuses qui sont là jusqu'au petit matin des fois, pour vous dire que la vie reprend de plus belle à Gekedou, même si c'est la nuit. Avec l'accompagnement de l'EDG, ça rassure déjà les vendeurs à rester jusqu'à tard la nuit, avec aussi les passagers qui viennent tardivement dans ces coins. Alors, nous allons tout de suite demander à cette vendeuse de pain. Est-ce que l'activité est normale? Parce que quand on est dans Gekedou, mais dans Gekedou, il faut la très doucement. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une audition ou bien activité? Est-ce que bandi ko Gekedou suro yando? Est-ce que sunyali ou que la bandi da kadi ou que la yando? Wati do ayekela, wati do fana tekela. Ok. Ikalon sanji wati me adike. Ikalon bandi di bo sanji wati da ka sunyali ke. Meni sanji wati te alte bola. Est-ce que Gekedou duma wati na bra di adam na dundun? Dundun me atekela ko ni. Voilà. Ok, vous l'avez compris, c'est une vendeuse de pain.
Alors elle est très contente de notre arrivée à Guéguédou. Elle dit que tout se passe bien. Des fois il y a de l'insécurité lorsque c'est la saison pluvieuse. Les petits voleurs profitent souvent et aussi à l'aide de l'électricité, elles sont quand même rassurées de la sécurité. On va encore se promener et venir voir toujours d'autres vendeuses qui sont à la gare ici et même d'autres citoyens qui sont noctambules. Mon ami, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de Guéguédou? Je suis de Guéguédou. On veut savoir comment la vie se passe ici la nuit à Guéguédou, étant un jeune mélomane. Tout de suite, tu vas te rendre dans une boîte de nuit peut-être. Vraiment, ça ne va pas du tout. Pas de courant. Ça ne va pas du tout. Le courant, ça fait, je pense, une semaine comme ça. Il n'y a pas de courant. Donc nous sommes dans l'obscurité. Ouais. Oui, effectivement, nous sommes dans ça, on ne comprend rien quand même. Ça ne va pas du tout. Nous n'allons pas nous limiter là, nous allons continuer notre balade nocturne à Guéguédou pour savoir comment Guéguédou se porte encore la nuit. C'est important de le savoir. Alors, monsieur, bonsoir. Ça va? Vous allez bien? C'est l'équipe d'Espace TV qui est à Guéguédou. On veut savoir comment la vie se passe à Guéguédou, surtout si c'est la nuit. La nuit, ça va bien. Nous remercions beaucoup. Grâce à Dieu, les choses bougent bien. Par rapport aux années passées, actuellement, ça commence à marcher. Si ce n'était pas un lieu du commerce, on ne pouvait pas penser si on peut être là aujourd'hui. Nous allons encore continuer avec les grands commerçants, les boutiquiers. Ils sont dans les magasins ici. Après avoir recueilli, n'est-ce pas, les sentiments, les impressions des citoyens de Guéguédou par rapport à la reprise des activités, nous nous dirigeons vers les grands commerçants. Oui, c'est les boutiquiers. Bonsoir ici. Vous allez bien? C'est l'équipe d'Espace TV qui est chez vous ce soir. Nous voulons savoir comment Guéguédou se porte 20 ans après la guerre et surtout la nuit avec l'électrification de la ville, les 6 heures que l'EDG donne. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que c'est régulier? Bref, vous êtes des opérateurs économiques. Votre appréciation compte beaucoup par rapport à la reprise des activités à Guéguédou. Ça commence à aller petit à petit, seulement ça traîne un peu. Ouais. L'affaire du courant là, vous-même vous avez vu ce qui s'est passé il y a presque une semaine. On n'a pas le courant. Ouais. Même les 6 heures que vous parlez là, des fois on nous dit qu'il n'y a pas de carburant. Et vous avez vu l'état de la ville aussi. Vous êtes opérateur économique. Qui parle d'opérateur économique ou bien de commerçant parle forcément de la quiétude dans la ville, de la sécurité. Est-ce que la nuit, une fois la nuit tombée, vous avez peur de l'insécurité à Guéguédou? Non, c'est comme c'est tout le monde dans tout le petit pays, là où vous connaissez, dans tout le pays, c'est la même chose. Guéguédou n'est pas sécurisé mieux que Conakry. Vous comprenez? Et même Conakry, la nuit, les gens se sentent un peu dans l'insécurité. C'est la même chose. Merci M. Diallo. Je ne me suis pas trompé. Hein. Oui, c'est bien Diallo. Quand on est beau, on est Diallo. Voilà, c'était le témoignage aussi des commerçants par rapport à la sécurité à Guéguédou. On sait que voilà, l'insécurité c'est un phénomène général. On n'a pas le choix que de se mettre à l'abri des cas, en tout cas délicats. Voilà, mesdames et messieurs, c'était cette balade nocturne dans la ville de Guéguédou pour savoir comment les activités marchent ici à Guéguédou. Lorsque d'ailleurs il y a l'électricité, les citoyens, les travailleurs, les chauffeurs, les vendeuses d'articles ont donné leur impression par rapport à cette ville de martyrs que j'appelle ainsi. Alors tout se passe bien, ce n'est pas une exception. L'insécurité, on en a parlé, c'est comme si nous étions à Conakry, c'est un phénomène général. Alors nous allons d'un moment à l'autre quitter ce quartier pour continuer notre magazine. Après plusieurs jours de tournage dans la ville de Guéguédou pour savoir comment elle se porte après
la guerre, 20 ans après la guerre. Nous voici au terme de cette production. Beaucoup d'aspects, beaucoup d'angles ont été abordés dans ce grand magazine. Bernard Kounounou. Vous l'avez si bien compris, nous avons suivi les pas d'un jeune qui a vécu cette guerre-là. Nous nous sommes rendus au fleuve, les traces des rebelles, là où ils sont passés pour rentrer en ville, pour attaquer cette belle préfecture à l'époque. Nous nous sommes rendus chez les sages pour comprendre comment se porte cette ville maintenant. Les activités reprennent peu à peu, Malik. Et également, nous sommes descendus nuitamment dans la ville pour savoir comment elle se porte, quel visage dégage la ville de Guéguédou lorsqu'il fait nuit. En tout cas, nous avons compris que EDG contribue à sa manière avec 6 heures par jour. Guéguédou a besoin de tout le monde pour sa relance, ses fils ressortissants, ses fils résidents, en tout cas l'État principalement pour la relance des activités économiques. Guéguédou a besoin de retrouver son image d'antan. Merci Guéguédou, 20 ans après la guerre.